Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Observatoire du cinéma au Québec et de venir parler avec les étudiants et étudiantes d'un peu ton parcours de cinéaste, cinéphile, puis aussi, justement, toute la genèse un peu de Faradar, puis les enseignements qu'on peut transmettre aux étudiants et étudiants qui veulent devenir cinéastes aussi au Québec ou ailleurs aussi. Est-ce que vous êtes tous en cinéma? Oui. Yes! Je pense la plupart, là, oui. Donc, on peut commencer un peu peut-être par un bref parcours, une présentation de ton parcours. Okay. Ben, moi, j'ai commencé à la télé en 2000 avec... j'étais dans un groupe, j'étais super jeune, j'étais dans un groupe qui s'appelait Phylactère Cola. Puis, on faisait des sketchs humoristiques à Télé-Québec dans ce temps-là. Et puis, ça a duré 2 ans. Puis malheureusement, ça avait des codes d'écoute de misère. Donc, ça a été annulé après 2 ans. Et donc, tout de suite après, les boîtes de publicité sont venues nous chercher un par un pour aller travailler dans ce milieu-là. Surtout le réalisateur qui était Patrick Boivin. Après ça, moi, j'étais plus scénariste dans ce temps-là. Mais tu sais, chacun avait des compétences diverses. Puis comme on faisait des sketchs, ce qui est pas très loin de la publicité, parce que la publicité, c'est souvent des sketchs de 30 secondes, on a beaucoup travaillé en publicité par la suite. Et moi, je suis devenu monteur. C'est comme ça que j'ai appris à faire des films. Je me suis joint à un mouvement qui s'appelait Kino, qui était un mouvement de jeunes vidéastes, cinéastes, documentaristes, etc., qui faisaient des films à tout prix, pas de budget, et qui présentait ça dans des salles. Ça existe encore, je ne devrais pas parler de ça à l'imparfait, mais ça existe encore. Puis, en fait, Kino, ça a été un gros laboratoire pour apprendre à réaliser, parce que vu que dans Phylactère Cola, je n'étais pas réalisateur, j'étais juste scénariste, là, ça m'a permis justement de peaufiner le montage, la réalisation, la scénarisation, etc. Puis là, c'était pas sous des formats de sketch, c'était plus des courts-métrages, donc allant de 3 minutes à 20 minutes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis par la suite, dans le mouvement Kino, moi j'ai fait une série qui s'appelait Tom et ses chums, dont le 8e épisode, c'était une série de 13 épisodes. Le 8e épisode s'appelait La bataille de Faradar. Et La bataille de Faradar a été mon court-métrage qui a le mieux marché et qui par la suite qui a gagné plein de prix du public dans divers festivals, plus de science-fiction fantastique, des trucs comme ça. Et par la suite, je me suis mis à écrire le long-métrage, trouver des producteurs, etc. Puis là, toute cette longue aventure-là qui a pris 15 ans avant de pouvoir faire le long-métrage. Puis entre-temps, avec des chums, on a fait un film qui s'appelle Feuille morte aussi. Fait que j'ai fait plusieurs projets, des trucs, mais en gros, les 15 dernières années, j'ai travaillé pas mal en publicité puis à faire des courts-métrages en mes temps libres. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu jusqu'à un long-métrage, jusqu'à Faradar. C'est l'idée un peu de faire une quête, là, de porter ton projet pendant 15 ans en même temps de faire d'autres choses. C'est un peu le reflet de Charles dans le film, d'une certaine façon. Parce un peu. Aussi, il joue depuis qu'il est tout jeune, puis c'est un peu le reflet de tous les personnages aussi dans ce film-là. Donc, je trouvais ça intéressant de connaître ce parcours-là, en fait, au regard de du film qu'on a vu ce soir. Un peu, peut-être, justement, qu'est-ce que Kino t'aurait appris, parce que ça existe encore d'ailleurs, là, vous pouvez participer à des soirées Kino, là, j'imagine que vous êtes au courant. On fait des films avec des brefs délais. Puis... En fait, tu as 2 formules Kino. Tu as des Kino soirées mensuelles, puis tu as des Kino cabaret, que ça s'appelle. Moi, j'ai toujours préféré les Kino cabaret, parce que les Kino cabaret, c'est à même, mettons, un festival. Fait que, mettons, le festival de l'environnement de Portneuf, le festival de science-fiction Spasme, festival Spasme à Montréal, qui font des genres de laboratoires, mettons, de 3-4 jours, 1 semaine, 2 jours, une fin de semaine. Donc, ça t'oblige à arriver là
et de trouver une idée, trouver une équipe, trouver des comédiens, monter, tourner, fait que ça te fait une genre de bonne gymnastique. Puis ça te permet aussi de faire toutes sortes de tests aussi. Donc, de pas te mettre trop de pression non plus. Là. Tu fais un court-métrage soit de 2 minutes, soit de 10 minutes, etc. Et c'est un fantastique laboratoire parce que tu fais des rencontres d'autres gens qui sont comme toi, qui essayent aussi de faire des films à différents niveaux de qualité. Donc, fait que tu as des plus habitués, tu as des moins habitués, mais tout ce monde-là se mélange ensemble. Et puis, des fois, ça te donne même accès à des bons comédiens parce que des fois, des finissants du conservatoire qui veulent se pratiquer au jeu devant la caméra, ben ils vont dans des kinos cabarets. Comme ça leur permet de, sans faire trop d'auditions, de jouer dans plein de films en une fin de semaine et donc de se pratiquer. Donc, c'est vraiment un bon outil pour apprendre le métier. Ouais. Puis, avec Philactère Cola aussi, tu es scénariste, donc tu as développé un peu le sens du gag, j'imagine, le sens du punch à travers ça. Comment tu évalues un peu l'héritage de tout ce sens de la formule-là ou du gag à travers ton œuvre, de façon générale? En fait, ce que Philactère Cola m'a appris, en fait, non, c'est pas vraiment ce que ça m'a appris, mais ça m'a juste raffermi peut-être dans mon goût personnel de vouloir faire du divertissement. Parce que, tu sais, vous le savez, le cinéma, en majorité, le cinéma québécois, c'est des drames. T'as quelques comédies, t'as un film de hockey. Fait que, tu sais, chaque année, c'est à peu près ça la formule. Plein de drames, un film de hockey, 2-3 comédies. Fait que moi, je savais en partant que je voulais aller plus dans la comédie. Mais en plus, avec Philactère Cola, on s'amusait à faire des concepts fantastiques. Naturellement, au Québec, on n'a pas les moyens de faire des gros films fantastiques ou de science-fiction. Fait que j'ai pas été vers du Star Wars ou du gros film de Marvel, etc. Tu sais, j'ai été selon les moyens que le Québec s'est donné. C'est-à-dire, vous avez vu mon film, l'aspect fantastique du film est à peu près un quart, là, ou un tiers gros max. Ça se passe dans l'univers de Farador, à peu près un tiers dans le film. Fait que c'est un bon moyen pour moi d'avoir un bon compromis. J'aurais pas pu faire un film qui se passe 100% dans l'univers de Farador. On n'aurait pas eu les budgets. Ça a été réalisé avec combien de budget, Farador, d'ailleurs? À peu près 2,4 millions. C'est toute réserve, c'est pas moi qui m'occupais des chiffres. Puis ça, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un gros budget. C'est juste pour vous dire, Captain Marvel qui est sorti, ou qui sort bientôt, je pense que c'est 250 millions. Là. Fait que on joue pas dans la même talle que les films américains. Fait que ça sert à rien de vouloir rivaliser, on n'y arrivera pas. Fait que ce qu'il faut faire, c'est comme à 2,4 millions, c'est considéré comme un film indépendant. Puis au Québec, les films commerciaux, mettons des films comme 23 décembre, etc., j'imagine que ça joue autour de 5 millions. T'sais. Fait que c'est à peu près ça les budgets au Québec. Je pense que c'est quoi, Hochelaga, Terre des Hommes, ouais, il y avait un film plus patrimoine, nous autres, je pense que c'était 10 millions, je pense que ça, c'est le film qui a été le plus coûteux au Québec. Fait que c'est pas mal ça les budgets. Fait que 2,4, ça paraît beaucoup, mais il faut calculer que là-dedans, il faut que tu calcules les crédits d'impôt, les ci, les ça. Fait que c'est de l'argent que tu pites juste à l'image. Fait que malheureusement, quand tu fais un film, mettons, pour que ça marche un film, il faut que tu mettes beaucoup de budget aussi à la promo. Puis ça, au Québec, on n'en met pas tant que ça. Parce que justement, le budget du film va dans le film. Puis moins, ça dépend de ton distributeur. Moi, j'ai été chanceux, le distributeur, c'était TVA. Donc, ils ont mis quand même des moyens à la promotion. Mais il y a des films encore plus indie qui ont beaucoup de misère à cause de ça. Il y a peut-être 60 longs métrages qui se fait au Québec. Il y en a 40 là-dedans qu'on n'entend jamais parler, mais c'est pour ça. C'est des films indie qui ont été faits à très peu de budget. Puis il y a 0 budget en promo, donc ils passent 3 jours au cinéma. Fait qu'ils ont ça beaucoup de lentilles. Fait que comparé, quand ton film passe entre 2 films de Marvel, ben il passe tout droit là, souvent. Là. Puis les salles le savent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont voir ces films-là, donc ils les gardent pas pendant des semaines puis des semaines. Là. Super. En passant, si vous avez des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, levez la main, puis on va vous voir. Oui, ben. Je voulais savoir, comment vous êtes pris en fait pour filmer les scènes
Plus avec des châteaux et des décors dans Farador. On était en France. Fait que c'est une coproduction. En fait, le Farador est une coproduction Québec-Belgique. Puis comment ça marche en Europe, c'est que même si les producteurs étaient belges, on avait quand même le droit de tourner en Europe en général. Puis les châteaux qu'on a trouvés étaient en France, et donc on a tourné en France. Principalement tout le dernier 15 minutes, là, la taverne, puis tout ce qui se passe autour du château, ça c'était en France. Parce que en fait, c'est ça, Farador a été financé au début par le Canada, et juste avec les subventions du Canada, on pouvait pas tellement tourner le film, donc il a fallu aller chercher des partenaires en Europe pour pouvoir boucler la structure financière. Puis par la suite, on a eu des subventions du Québec, la SODEC, pour nous aider à faire la post-production. Fait que les deux paliers du gouvernement nous ont aidés pour faire le film. D'ailleurs, au Québec, si vous voulez faire un film à grand public ou au cinéma, vous n'aurez pas le choix de faire la demande et à Téléfilm Canada et à la SODEC pour faire un film. Parce qu'il n'y a pas un producteur au Québec qui met tout à fait l'argent de ses poches pour faire un projet, là. Il n'y a pas grand monde qui font ça parce que c'est pas une industrie qui est hyper rentable. C'est rentable au niveau de se donner une culture riche, mais c'est pas rentable au niveau financier tant que ça. Fait que c'est ça. Fait que donc, vous devez malheureusement ou heureusement faire affaire avec les paliers gouvernementaux, et donc vos projets vont être jugés par des comités, et donc vous prenez ça comme en considération quand vous faites vos projets. C'est peut-être pour ça que mon projet a pris 15 ans à faire. Il devait se dire, c'est quoi ce projet-là? Mais il y avait quand même une base de fans déjà, avec justement, à partir du court-métrage, que moi j'ai vu alors que j'étais jeune, justement. Je jouais à Donjons Dragons dans un sous-sol, on écoutait Donjons de Naheulbeuk, c'était français. Puis là, on a vu que d'autres Québécois jouaient à Donjons Dragons aussi grâce à ce court-métrage-là. Fait que quand j'ai vu l'annonce de Farador, j'étais comme, oh my god, ils l'ont fait en film, là, tu sais. Ouais. C'est un film qui aurait pu sortir, mettons, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est juste cette année que ça a réussi à débloquer. Puis là, il y a eu la COVID, fait que on pourra s'en reparler d'un tournage en COVID, mais je pense pas qu'un COVID va revenir tant que ça, puis qui va se faire de cette façon-là. Là. Puis qu'est-ce que tu penses qui a changé la donne, en fait, pour que cette fois-là, ils vous donnent l'argent pour le réaliser? Ou? En fait, toutes les premières versions de scénario que j'avais écrit, c'était avec un de mes collègues de Philactère Cola. Et puis, étant donné que j'avais jamais fait de long métrage et que j'avais jamais vraiment fait de court métrage plus sérieux, parce que mes films ont toujours été dans cette saveur-là, là, humoristique, trash un peu, etc. J'ai toujours fait des films qui étaient bons dans des festivals plus, mettons, psychotroniques, des trucs comme ça. Et donc, j'ai jamais fait des gros festivals, mettons, sérieux, etc., Clermont-Ferrand, puis des trucs comme ça. Et donc, sur mon CV, c'était comme, pourquoi qu'on lui donnerait de l'argent? Lui, il a jamais fait de film, fait que ça a pas dû aider. Et aussi, faut l'avouer, le film fantastique est un genre d'enfant pauvre au Québec. Là. Il n'y a pas beaucoup de projets fantastiques qui se sont faits au Québec. Il y a eu beaucoup d'échecs aussi dans ce domaine-là. Et donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est que par la suite, j'ai participé à un long métrage qui s'appelle Feuille morte avec Roy Dupuis. Puis ça, c'était un film à petit budget. C'était comme 200 000 $, gros max. Puis on l'a fait avec les moyens du bord. Fait que c'est un film qui est un genre de film post-apocalyptique québécois. Ce qui fait que ça m'a probablement donné la crédibilité en tant que réalisateur. Et après ça, même si tu as la crédibilité en tant que réalisateur, après ça, c'est au niveau du scénario. Ce qui fait que là, les années ont passé, puis là, j'étais rendu peut-être à la 4e, 5e demande, et donc ça veut dire peut-être 15 versions du scénario. J'ai embarqué 2 nouveaux co-scénaristes avec moi, qui sont venus comme peut-être un peu plus rajeunir, raffermir le scénario, donc l'améliorer. Et puis, c'est là qu'il a passé. Fait que je sais pas comment j'ai fait, mais on a passé dans la craque parce que...
C'était pas un projet facile à faire financer. Puis, avoir eu, mettons, budget limité, est-ce que tu aurais changé quelque chose à Farador? Le Draken, mettons, est-ce que tu l'aurais fait en 3D ou je sais pas quoi? Je l'aurais fait en stop motion comme je l'ai fait, mais je l'aurais mieux fait. Probablement que... tu sais, j'aurais pas amélioré de 100% mettons, les effets spéciaux parce que c'est une comédie. Quand tu fais une comédie, t'as pas besoin d'être hyper tight tes effets spéciaux parce que des effets spéciaux, par sa nature, ça vieillit mal. Ce qui fait que si j'avais fait faire un Draken en 3D avec les moyens québécois, tu sais, j'aurais pas fait l'affaire avec ILM, là. Puis ça fait qu'il serait pas looké à la Jurassic Park, là. Ça aurait looké quand même cheap. Fait que tant qu'à looker cheap, puis tant qu'à être dans une comédie, ben j'ai décidé de le faire en stop motion parce que ben de un, quand j'étais flow, les films que j'écoutais, c'était comme l'Empire, le Retour du Jedi, Willow, des trucs comme ça. Puis là-dedans, il y a des monstres faits en stop motion, puis ça fait la job. T'sais. Fait que j'ai décidé de faire un genre d'hommage à ces films-là dans mon film. Mais naturellement, c'est sûr que j'aurais eu plus de budget. On aurait passé plus de temps sur l'animation, sur les chorégraphies de combat. On le voit, là, les gens qui se battent, 2-3 coups d'épée. Mais j'avais pas le budget pour passer une semaine avec un cascadeur puis de faire, que les comédiens passer une semaine à tous les jours se pratiquer sur des mots, faire des pirouettes, des affaires. Non, j'avais pas ça, là. J'avais 4 jours de tournage en France, puis c'était ça. Fait que j'avais pas le choix de le faire comme ça. Puis il était censé aussi avoir une mêlée générale dans la taverne à la fin. C'est pas pour rien que quand il dit je veux tuer votre chef, ben là tout le monde s'en va. C'est pour justement que j'ai pas à dealer avec 15 figurants en arrière qui savent pas quoi faire. Fait que mais tu sais dans mon scénario, c'est tout le monde se met à se tapocher dans le bar, puis là ça aurait pu mais non, ça je pouvais plus me le permettre justement. Fait que tout le monde s'en va. Fait que là fin de journée de tournage, on revient le lendemain, puis là on est juste avec le corps des personnages. Ça ajoute aussi un peu, je pense, à la facture artistique indépendante, si on peut dire, là, le fait que c'est un petit bonhomme qu'on déplace, puis tout ça. Donc, je trouvais que ça rentrait vraiment bien dans les propos. Ça, on fait le lien direct avec la figurine qui dépose sur la table, puis là, on tombe sur l'espèce de monstre animé boboche, puis voilà. Puis est-ce que ton expérience en tant que joueur de jeux de rôle ou en tant que rôliste j'ai pas tant joué que ça. Je suis plus un triple de science-fiction, mais ça fait que j'ai joué quelques années, mettons, quand j'avais 14, 15, 16 ans, là, mais dès que j'ai eu 18 ans, puis pouvoir sortir d'un bar, j'ai fait le switch. Fait que c'est ça, c'était plus jouer avec mes chums dans un sous-sol en attendant de pouvoir sortir puis d'aller danser avec des filles. Ouais. C'était ça. Parce qu'on voit à la fin, c'est quand même c'est l'équipe originale du cours. Les gens qu'on voit en train de jouer, c'est les gens qui sont dans le clip sur YouTube qui ont vieilli là, maintenant. Puis donc toi, tu faisais partie aussi. Mais je pense qu'il y en avait juste un de nous autres qui jouait à Donjons et Dragons de façon plus assidue. Fait que c'était ça un peu l'histoire, parce que l'histoire originale de Tom et ses chums, c'est un gars qui se promène puis qui va voir toutes ces vieilles gangs. Il vient de se faire laisser par sa blonde, fait qu'il essaie de retrouver tous ses amis, puis une de ses gangs, c'est la gang qui joue à Donjons et Dragons, fait que lui arrive puis il fout la marde dans leur game en se disant je viens boire de la bière avec vous autres les chums, puis les chums ils veulent pas boire de la bière, ils veulent juste jouer. Fait que c'est un peu ça la prémisse de l'histoire. Naturellement, avec le long métrage, il a fallu que je crée un univers par rapport à ça, une amitié par rapport à ça, fait que c'est plus l'histoire de Tom, le Belge qui vient foutre la marde dans la game justement. C'est lui le personnage principal de la série YouTube, mais dans le film, ça faisait pas de sens que ça soit lui, parce que je voulais plus développer les personnages joueurs, puis dans leur vie tous les jours, etc. Puis surtout mettre en valeur le maître du jeu, qui lui a vraiment un arc narratif, là. C'est lui le personnage pivot dans l'histoire. Puis aussi, le fait que tu as intégré une femme aussi dans l'histoire qui était pas là au début, donc elle est jouée par Catherine Brunet. À quel point c'est un peu une façon
de décloisonner l'espèce d'univers masculin ou d'essayer de faire changer les personnages puis de les sortir de leur morosité quotidienne ou de... Ben, c'est ça, moi j'ai souvent fait des, tu sais, en mode kino, etc., j'ai souvent fait des trips de gars, puis etc., puis là ça me tentait vraiment d'essayer de faire un personnage féminin le fun. Je voulais pas juste que ça soit la fille qui arrive dans l'histoire puis qui fout la merde puis qui s'en va ou qui est là pour juger les gars. Je voulais vraiment faire un personnage féminin qui a sa propre histoire, qui a sa propre quête, puis qui se rend compte de l'univers que les gars jouent, puis qui finit par embarquer aussi pour aider son frère. Donc, ça me tentait vraiment de jouer avec ce genre de personnage-là plutôt que juste faire un personnage tertiaire ou genre un objet de convoitise des gars ou etc. Je voulais que ça soit un personnage à part entière. Hein. Elle aussi, elle a ses propres quêtes également, là. Ouais. Puis c'est intéressant à ce niveau-là. Puis aussi, tu m'avais dit qu'elle servait un peu de médiatrice, on peut dire, entre l'univers des jeux de rôle qui est connu pour ceux qui jouent, mais ceux qui jouent pas, versus les spectateurs-spectatrices qui sont pas familiers avec cet univers-là. Donc, elle est un peu traductrice de cet univers-là. Exact. Ben, c'est ça, c'est que tu sais, je savais que je m'engageais dans un film qui était quand même assez hermétique. J'ai essayé de vulgariser au maximum l'univers des jeux de rôle. D'ailleurs, n'importe qui joue à Donjons et Dragons savent que des personnages de niveau 66 et 57, ça n'existe pas. J'ai voulu caricaturer ça au maximum pour montrer que les gars sont vraiment... Ils jouent depuis longtemps, puis etc., mais ça se peut pas. Même si tu joues 15 ans à Donjons et Dragons, tu n'atteindras jamais le niveau 66. Là, c'est ridicule. Fait que je voulais... le personnage de Catherine Brunet, qui est Kim, je voulais vraiment que ce soit un personnage que... tout le monde qui n'a jamais joué arrive en même temps qu'elle, puis découvre en même temps qu'elle qu'est-ce que c'est que cet univers-là. Puis c'est pour ça que souvent, des fois, elle pose des questions, mettons, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit on a notre chum, on s'est dit que ça prendrait un bon cléric. Ben, je sais que monsieur et madame tout le monde ne savent pas c'est quoi un cléric, fait que Catherine sert un peu pour poser la question c'est quoi un cléric. L'autre, un médecin, ok. Fait que son personnage sert aussi à ça, là, de vulgariser certains concepts du jeu. Là. Est-ce que si mettons, tu avais des conseils à donner pour comme quelqu'un qui débute, là, qui débute le cinéma, par où on commence pour se rendre à un long métrage? Parce que Faradar, c'est ton premier long métrage solo, en fait, que tu as réalisé seul, alors que les feuilles mortes, c'était réalisé en co-réalisé 3. Donc, un peu comme qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? Oui. Mettons, vous êtes dans le bon chemin, vous allez à l'école. Déjà là, c'est un bon moyen. Moi, j'ai pas été à l'école, j'ai un secondaire 5. J'ai essayé d'aller au cégep, ça marchait pas, là, les sciences humaines, là, fou. Fait que à la place de faire ça, je faisais des petits films avec mes amis la fin de semaine, puis c'est devenu comme ma passion. J'avais des job-in dans des restaurants, puis la fin de semaine, on se rencontrait pour faire des films. Donc, en fait, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est pas tout le monde va être réalisateur, pas tout le monde va être monteur, pas tout le monde va être comédien. Mais par contre, ça vous empêche pas de former des gangs où vous rencontrez des gens, puis là, si vous rencontrez un musicien, si vous rencontrez des comédiens, si vous rencontrez un bon monteur vidéo, ou si vous le faites vous-même, fait que tu sais, c'est de faire des gangs, puis de faire des erreurs, faire des films, d'en faire le maximum. Vos premiers films seront jamais... C'est rare les premiers films qui sont des chefs-d'œuvre, là, à moins que tu aies les moyens là, de te payer le meilleur directeur photo, le meilleur ci, le meilleur ça. Il y en a là, qui réussissent à faire des excellents films après 2-3 films, mais c'est rare. Fait puis il faut pas aussi... Faut que vous ayez conscience de vos moyens. Ça veut dire que si vous faites des films, de pas partir sur des chires qui coûtent super cher, etc. Vos premiers films seront pas nécessairement super bons de toute façon. Fait que faites des films qui sont plus personnels, faites des petites histoires, des affaires courtes, des affaires punchées, envoyez-les dans des festivals. Si vous avez un bon film sous la main, faites-lui faire le tour des festivals. Vous allez rencontrer des gens lors des présentations. Vous allez former un genre de... Vous allez former des groupes, vous allez former un réseau de contacts, des trucs comme ça. Puis plus tu rencontres des gens, plus t'en fais, plus tu deviens bon, c'est comme n'importe quoi. Fait que
c'est ça. Faites des films, puis n'ayez pas peur de faire des mauvais films, parce que de toute façon, les premiers films sont souvent mauvais. Moi, j'en ai fait des merdes, là. J'ai dû en faire une vingtaine avant de faire un film potable, là. Fait que... Puis tu trouves bien drôle avec tes chums, mais quand tu le présentes dans une salle, puis qu'il y a juste tes chums puis toi qui ris, c'est pas bon, là. Fait que c'est ça. Fait que je dirais que... il y a la théorie qui est super bonne, puis vous êtes chanceux parce que vous apprenez la théorie. Moi, je la savais pas. La technologie s'est beaucoup démocratisée. Maintenant, avec une caméra 5D ou n'importe quoi, vous pouvez faire des films avec votre cellulaire, vous pouvez faire des films avec n'importe quoi, tu sais. Nous autres, c'était hyper compliqué. On avait des caméras à 8. On assistait à l'avènement de la mini-DV, ça c'était révolutionnaire. Là. Mais la mini DV, ça fait des films en 720, 405. Là. Ça fait pas des films qui vieillissent très bien. Fait que, moi, ma cinématographie, c'est tous des films faits de même que si tu le mets dans une télé 1080p, ça sort comme de la merde. Fait que c'est ça. Fait que, aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour les programmeurs de festivals parce que tous les films sont beaux à cette heure. Fait qu'ils sont obligés de les écouter à la fin pour savoir s'ils sont bons. Avant, tu pouvais commencer à écouter un film, genre 30 secondes, OK, non, je le passerai pas, non, OK, l'image était crap, le son était crap. Mais maintenant, avec la technologie, l'image est toujours cool. Fait qu'après ça, est-ce que les comédiens sont bons? Est-ce que votre scénario est bon? Ça prend des bons scénarios, là, c'est la base d'un film. Bon scénario, bon comédien, puis du bon son. Le monde n'y pense pas, mais le son, c'est 50% du film. Fait que, quand tu es réalisateur, tu commences à penser à tes plans de caméra, tes mouvements, tes cadrages, tes trucs. Mais si tu penses pas au son, t'as beau avoir la plus belle image, mais si ça griche ou si le son est mal balancé ou si les voix sont pas mixées, ben ton film il est pas bon. T'as beau avoir la meilleure histoire du monde, si le son est désagréable, l'immersion sera pas là dans ton film. Là. Fait que oui. Trouvez-vous des amis musiciens mixeurs de son parce que ça en prend. Puis de plus en plus, les festivals demandent des films qui ont de la musique libre de droit. Bonjour. Bonjour. Vous avez mentionné les 15 versions du scénario. Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui est crève-cœur que vous vouliez absolument mettre dans le film et que vous avez dû abandonner? Non, pour tout avouer, j'ai aimé toutes les versions de mon scénario de A à Z. C'est juste que au début, mettons il y a 15 ans, le scénario était plus trash, c'est sûr. Parce qu'il y a 15 ans, de la façon d'écrire, les gags aussi, des trucs, il y a des affaires qui passaient il y a 15 ans qui passent plus en 2023. Au niveau des langages, au niveau des actes, des trucs comme ça. Il y avait une scène particulièrement trash dans le scénario original. Il a fallu que je la modifie pour la rendre acceptable. Surtout que tu es jugé par un comité du gouvernement et canadien et québécois, Conseil des... Téléfilm, Sodec, il y a des gens qui lisent ton scénario. Fait que si toi, t'es le seul à trouver ça hot, il faut que tu penses que il y a d'autres gens qui vont le lire, puis des fois, il faut que tu modifies un peu ton scénario en se disant, OK, ben, pour que ça passe, je vais smoother ça. Je trouve ça malheureux que ça se passe comme ça, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de films qui sont écrits en fonction d'un comité de sélection. Puis je trouve ça plate parce que c'est plus la vision tout à fait originale du créateur. S'il a fallu qu'il modifie des idées par rapport à des goûts personnels de d'autres gens qui font partie du comité, donc ça devient plus son film, ça devient un film de la collectivité. Puis ben souvent quand tu mélanges trop de couleurs, ça devient brun. Fait que c'est ça le problème. Moi j'ai beaucoup de misère, mettons. Personnellement, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les films de divertissement, puis etc. Fait que j'ai beaucoup de misère à apprécier les drames parce que je trouve souvent que c'est des films tranches de vie plate, puis etc. Puis tant qu'à aller voir une tranche de vie plate au cinéma, ben je vais rester dans mon salon, t'sais. Puis je vais manger un Doritos. Fait que c'est ça. Fait que
quand je vais au cinéma, je veux être diverti, je veux voir des affaires que j'ai pas jamais vues, j'ai pas nécessairement envie de voir une histoire de quelqu'un qui a des problèmes avec sa mère, qui a des problèmes, tu sais, il y en a beaucoup de ça, puis c'est pas mon genre de film. Je suis tout à fait conscient qu'il y a quand même beaucoup de monde qui trippe là-dessus. Mais moi, c'est pas mon cinéma, c'est pas sur le cinéma que je voulais faire. Puis Faire Adore en est le résultat. Je voulais vraiment faire un film où il y a beaucoup de divertissement, beaucoup de rire. Moi, ma paye, c'est quand je suis dans une salle, puis que je présente le film, puis que j'entends du monde rire. C'est ça ma paye. T'sais. Parce que tu ne deviens pas riche en faisant du cinéma. Je le dis tout de suite. À moins d'être un génie, là, genre je sais pas, Xavier Dolan, tu ne deviendras pas riche à faire du cinéma. Même Dolan. Je pense qu'il est à l'aise. Il est correct. Il est correct. On avait parlé un peu aussi de tu sais, comme, mettons, avoir un court-métrage. Est-ce que je le mets sur YouTube? Est-ce que je l'envoie en festival? À quel point YouTube, ça peut être utile? Si tu veux revenir un peu sur peut-être l'époque durant laquelle tu as fait Tom et ses chums, alors que YouTube n'était pas encore... Mais c'est ça, c'est que YouTube est un outil comme n'importe lequel. Sauf que aujourd'hui, faire un smash sur YouTube, c'est hyper compliqué parce que t'auras beau faire le meilleur court-métrage du monde, c'est rare que le monde écoute un court-métrage de 15 minutes sur YouTube. T'sais, c'est souvent des sketchs sur YouTube, c'est souvent des petites filles qui déballent des cadeaux, puis des affaires de même, c'est ça qui pogne. Ou du monde qui se pète la gueule en skate, puis des trucs comme ça. Fait que là, tu te bats contre des trucs super pas longs de 2 minutes qui ont des millions de vues. Fait que c'est sûr que ton film sera pas dans les ton film de 15 minutes sérieux, il sera pas dans les algorithmes. Fait que YouTube, pour moi, est moins un outil. Dans le temps, quand ça commençait, oui, un peu plus, parce que le monde était avide de voir des nouveautés, des trucs comme ça, mais là, il y a tellement de contenu que ton film va se perdre. Fait que le mieux, c'est de faire le film avec la plus grande qualité possible puis de l'envoyer dans plein de festivals parce que c'est là qu'il va être vu. C'est là que vous allez être invité aussi à aller présenter. C'est là que vous allez rencontrer des gens, comme je disais tantôt. Ça, c'est plus utile que YouTube, tant qu'à moi. YouTube, tu le mets, si ça te tente, pour le montrer à tes réseaux Facebook après ou whatever, quand le film a fait sa tournée en cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de festivals qui vont juste prendre le film si, mettons, c'est la première fois qu'il passe à quelque part ou dans telle ville, ou tel pays, ou etc. Il y a beaucoup de festivals qui veulent l'exclusivité du territoire. Là. Fait que si tu l'as mis sur YouTube déjà, ça se peut qu'ils te prennent même pas. Fait que, oui? Je veux savoir, vous avez dit que les drames, c'est moins votre genre, puis que vous préférez plus les films de divertissement. Je me demandais si vous aviez vu le film de Donjons Dragons qui sortait en même temps. Ouais, environ, une semaine avant. Puis votre avis sur ce film-là par rapport au vôtre. Ben, je l'ai pas trouvé... je l'ai trouvé beaucoup moins mauvais que les 3 premiers qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait Donjons Dragons 1, 2, 3 là, au début des années 2000. Ça, c'était de la bouse. Puis celui-là, ben, c'est un gardien des galaxies version Donjons et Dragons, là. C'est une gang, c'est le fun, mais c'est ça. En fait, je l'ai aimé parce que je m'attendais à ce qu'il soit mauvais, puis il était pas mauvais, il était correct. Fait que ça, je trouve que c'était correct, mais tu vois, c'est un film qui a coûté peut-être 200 millions de dollars, puis il a pas réussi à rentrer dans son argent, là. C'est ça qui est hot. Ça se peut qu'il n'y ait même pas de suite, parce que même s'il était pas pire... En fait, comment ça se passe aux États-Unis, c'est que tu fais un film de 200 millions, mais eux autres, ils mettent 200 millions en pub. Fait que là, ça devient 400 millions. Fait que là, tu présentes ton film au cinéma. Fait que là, un film de 400 millions, il faut qu'il fasse 800 millions en salle pour qu'il commence à faire du profit. Parce que la salle se prend la moitié des frais. Fait que si tu fais 800 millions en salle, de box-office, après ça, ben, ça veut dire que toi, tu viens d'avoir ton 400 millions. 400 millions, ça fait juste rembourser ton film puis la promo. Fait qu'il faut que tu fasses au-delà de... Tu sais, c'est rendu qu'un film de 200 millions, il faut quasiment qu'il fasse $1 milliard s'il veut faire du profit. Là. C'est rendu fou. Là. Fait que... c'est un des gros problèmes du cinéma en ce moment américain. Fait qu'au Québec, on n'a pas ce problème-là, mais aux États-Unis, c'est que
C'est pour ça que c'est souvent des blockbusters qui passent, parce qu'ils veulent faire le maximum d'argent, puis les histoires deviennent de plus en plus poches parce qu'il faut qu'ils plaisent à la planète au complet. Il y a certaines choses, mettons, que le marché chinois n'aime pas dans les films, fait qu'ils ne mettront pas dans le film. Ils veulent pas voir du monde qui s'embrasse, les Chinois, je sais pas pourquoi. Fait qu'il y a de moins en moins de monde qui s'embrasse dans les blockbusters. Il y a plein de... Ils veulent tellement faire d'argent. Je pense qu'en Inde aussi, dans les films, ils n'ont pas le droit de s'embrasser, là, fait que les gens ils se touchent le nez ou je sais pas trop quoi. Là. Mais quand tu regardes fait que parce que eux autres, même à l'intérieur de leur pays, ils ont plein d'entités religieuses différentes. Fait que, ce qui fait que s'ils veulent plaire à la population au complet, ils sont obligés de faire attention à tous ces petits trucs-là. Fait que voilà, on est rendu à faire des films pour la masse, mais qui on dirait qu'ils n'ont jamais de crunchy, là, parce que justement, il faut pas blesser personne, il faut pas dire des choses méchantes, faut pas, tu sais. Fait que voilà, tu sais. Au Québec, c'est pas comme ça. Tu fais juger ton film par justement Téléfilm, la Sodec, mais en gros, tu peux quand même, tu sais, ils m'ont pas censuré, là. Le langage, c'est un langage ordurier québécois normal, puis j'ai pas voulu... Mais ça, tu vois, ça fait que mon film, mettons, aurait de la misère peut-être à passer en France, parce que c'est tellement du langage québécois, pas international, que... D'ailleurs, en Europe, je pense qu'il va être, même s'il est en français, mon film, il va être sous-titré. Là. Mais ça, vu que c'est une coproduction belge, québécoise-belge, est-ce que en Belgique, justement, ça a connu un certain succès? Il n'est pas sorti encore. OK. Ouais, il n'est pas sorti en salle en Belgique. Je ne sais même pas s'il va sortir, parce que je pense qu'il va y avoir une très courte ou une diffusion en très peu de salles, parce que je pense que mais on est coproducteur avec eux, ils ont une obligation de le passer. Mais mettons au festival en France où je l'ai passé, je l'ai passé aussi à Bruxelles. Ben tu vois, il était sous-titré en français, en anglais puis en flamand. Là. Il y avait 3 tracks de sous-titres. En même temps? En même temps. Ouais. Tu m'avais parlé aussi de ton expérience en faisant les feuilles mortes, justement, feuilles mortes, avec Roy Dupuis, puis le fait que vous aviez comme osé envoyer votre scénario à... Oui, mais c'est ça, c'est que... c'est ça, quand tu as une idée de film et tout, là, ayez pas peur d'aller chercher ou de demander à des comédiens que vous pensez pas que vous pourriez avoir, mettons, comme moi, mettons, on écrivait le scénario, puis on a comme un genre d'homme des coureur des bois avec un gun, puis tout, hey, ça serait le fun, Roy Dupuis. Là, on s'est tous dit, voyons, Roy Dupuis, avec notre film à 200 000 $, il viendra pas, là. Mais on lui a envoyé le scénario, puis il l'a lu, puis on a eu un appel de son agent, Monsieur Dupuis veut jouer dans votre film, mais juste 4 jours. All right, on le prend 4 jours. Fait que c'est ça. Fait qu'ayez pas peur tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est la pire affaire que vous allez avoir comme réponse, c'est non. Fait que tu sais, c'est pas très, tu sais. Fait que si vous avez un bon scénario, dites-vous qu'il y a beaucoup de comédiens, puis ils jouent pas tout le temps ces comédiens-là. Là. Il y en a beaucoup de comédiens en ce moment. Puis ils jouent dans les téléromans, ils jouent dans toutes sortes de choses répétitives. Fait qu'eux autres, des fois, d'arriver puis de jouer dans un court-métrage qui est quand même, tu sais, tu vois qui est bien structuré, que l'histoire est bonne, etc., puis qu'eux autres, ça les engage à 2-3 jours de tournage gros max, ben il y a des bonnes possibilités qu'ils vous disent oui. Parce qu'ils veulent essayer des nouvelles affaires, tu sais, des fois ils sont tannés de jouer dans, je sais pas, moi, dans Virginie ou whatever. Tu sais, ils font toujours le même rôle toute l'année, etc. Puis là, tout d'un coup, une petite fin de semaine, ils vont aller tourner un rôle un peu plus bizarre dans un court-métrage. Puis eux autres, ils sont pas fous, là. Ils savent que s'ils font un bon film avec vous, ben ce film-là va voyager. Puis après ça, peut-être que la personne qui a réalisé le film va peut-être faire un autre film plus tard, encore plus, puis là, il va se souvenir, ce comédien-là m'a aidé, j'aimerais ça le revoir pour mon film. Ça arrive souvent comme ça, là. C'est toujours des réseaux de contacts puis tout, fait que si tu t'entends bien avec des gens, ben c'est sûr que ces gens-là vont vouloir retravailler avec toi, là. Fait que partez pas sur des power trips et des affaires, faites un film c'est un exercice d'équipe.
formez-vous des bonnes équipes, puis ça va aller bien. Si vous avez trop d'ego ou des trucs comme ça peut nuire au film. Fait que ça serait un de mes conseils aussi là, par rapport à ça. Peut-être un peu sur la différence que tu as sentie à être tout seul aux commandes versus commande à 3, par exemple dans Les Feuilles mortes où vous êtes 3 réalisateurs versus avec Parador où t'es maître d'un peu tout, là, finalement. Ouais, la grosse différence, c'est que, mettons, même si on était 3 à réaliser Feuilles mortes, on avait quand même chacun nos spécialités. Moi, j'étais comme plus le scénariste en général. Les 3 histoires étaient écrites par les 3, mais moi, je m'occupais un peu plus de l'unité de tout ça, d'entremêler les scènes pour que le film soit bien balancé. Carniard, qui était un de mes co-réalisateurs, lui, c'était plus un directeur artistique. Fait que lui, il s'occupait plus de l'unité au niveau des costumes, des décors, etc. Il y avait cet œil-là. Puis Thierry Bouffard, qui était le 3e, lui, c'était plus un directeur de prod. Donc, lui s'assurait que les horaires fonctionnaient puis que l'argent allait aux bonnes places ou des trucs comme ça. Puis, fait que ça a été ça. Fait qu'on s'est tous entraidés. Mais au bout du compte, il y avait quand même une unité. Ça ne nous tentait pas de faire 3 courts-métrages collés. Ça nous tentait de faire un film à part entière avec des scènes qui s'entrecroisent, avec des personnages qui arrivent dans l'histoire d'un autre. Fait que même si, mettons, Roy Dupuis n'était pas le comédien principal dans ma section du film, il fait quand même une apparition, puis il y a un lien direct avec mon histoire quand même, fait qu'il a fallu que je le dirige quand même une couple de jours, puis tu sais, fait que tout ça s'entremêle pour faire un tout, parce que c'est ça, c'était pas un film choral avec un seul concept, mettons, tu sais, il y en a beaucoup de films comme ça, mettons 23 décembre, j'en parlais, c'est un film de Noël, ben c'est plein de personnages qui s'entrecroisent, etc. Ça aurait pu être aussi 3 courts-métrages collés, on voit l'histoire de tel groupe, puis tel groupe, il colle. Non, il a fallu qu'ils entrecroisent ces personnages-là. Fait que c'était bien important pour Feuilles mortes que ça soit pas juste 3 courts-métrages collés pour que ça fasse 1h30, puis là on dit que c'est un long-métrage, c'est pas ça un long-métrage, ça s'appelle une compilation de 3 courts-métrages. Fait que oui, fait que c'était ça. Puis à savoir la différence, ben là, la différence quand tu fais un film tout seul, c'est que tu t'occupes, t'as plus besoin de faire de compromis avec tes co-réalisateurs parce que tu es le seul, mais il faut que tu fasses quand même des compromis avec tes producteurs pour le budget, il faut que tu fasses des compromis avec les lieux de tournage, les ci, les ça. Fait que faire un film, c'est un paquet de compromis. Parce que ce que tu vois dans ta tête, tu le feras pas à 100%. Ton film va toujours être à la fin, il va peut-être être 30% de ce que tu voyais dans ta tête. Parce que justement, dans ton imagination, t'as pas de restrictions budgétaires, tu sais. Puis quand tu arrives à faire un film, puis là que t'es, OK, la météo, la disponibilité des comédiens, n'importe quoi d'autre, tout est des compromis, tout est un système de réussir à enclencher ça ensemble pour que ça fasse un tout. Mais c'est un paquet de compromis. Puis si, mettons, t'es un artiste, puis que tu veux pas faire de compromis, ben il y a beaucoup de films qui se font pas non plus à cause de ça, parce qu'à cause des égos, à cause de la difficulté à vouloir lâcher le morceau, puis etc. Puis je respecte les artistes là, qui veulent être 100% intègres, mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois aussi conscient des réalités de production. Puis dans la réalité de production, ben ça se peut que le char bleu, il soit pas bleu, puis ça se peut que, tu sais, des affaires de même, là. Des fois, tu contrôles pas tout, puis tu peux pas tout penser à tout, puis t'as pas le budget pour faire tout ce que tu veux, là. Ton plan de drone, ça se peut qu'il prenne le bord, là, tu sais. parce que si ton plan de drone, il prend 4 heures à setuper, ben c'est 4 heures que tu perds à pas faire des scènes pour arriver au bout de ta journée. Parce que c'est ça aussi, c'est quasiment une mission militaire de faire un film parce que tu as des objectifs à chaque jour qu'il faut que tu t'arrives. Puis si t'empiètes ou si tu réussis pas à remplir tes objectifs, ben il va falloir que tu les fasses un autre jour. Puis là, ça va empiéter sur tes autres objectifs. Fait que là, ça peut faire boule de neige puis tu peux te ramasser avec ben du trouble. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, c'est à quel point tu as un respect. Puis ça se peut qu'à la fin de ta journée, tu avais 3 plans puis que tu les merges en un seul. Parce que, j'étais censé faire 3 axes de caméra, on va en faire juste un. Faites-moi la scène, c'est tout, bonsoir. Parce qu'on n'a plus le temps, tu sais. Parce que dès que tu as un dépassement, c'est du budget, c'est du cash qui part.
Puis s'il y a du cash qui part là, c'est du cash que tu n'auras pas à la fin. Fait que c'est des trucs comme ça. Peut-être, est-ce que tu as un modus operandi quand tu écris un scénario? Comme tu as une inspiration, une image de fin ou de la musique, je sais pas. Non, c'est une excellente question. Je sais pas, tu sais, j'en ai pas écrit non plus des vingtaines. J'ai fait plein de courts-métrages, puis c'est souvent une idée du moment, puis que je développe en un seul punch. Quand tu fais un court-métrage, souvent, tu fais juste comme un punch, tu sais. C'est une histoire, il arrive quelque chose, pouf, ça finit. Tous mes courts-métrages, ça a été ça. Souvent, je vois des courts-métrages que j'aime moins parce qu'on dirait que c'est une scène d'un film. On dirait que t'as comme pas vu l'intro, puis ça finit en queue de poisson, fait que tu vois pas la fin. Là, ça m'énerve, ça. On dirait que c'est juste comme un exercice de style. Ça m'énerve beaucoup, là. T'es dans la salle, tu dis, OK, tout ça pour ça, c'est tout. C'était super beau, mais il n'y a pas de fin. Fait que c'est ça, j'ai toujours... Fait que mon modus operandi, c'est souvent, j'essaie de trouver la fin, puis le début et la fin. Puis là, tout ce qui se passe dans le milieu, après ça va bien, ça va mieux pour trouver le chemin. Parce que je trouve que c'est la fin qui est le plus difficile à trouver, puis c'est la fin le plus difficile à réussir, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage ou quelque chose. Je trouve que souvent, il y a beaucoup de films qui partent super bien, puis qui finissent mal, parce qu'on dirait que, où c'est que ça s'en allait, tout ça? Nulle part. OK. Fait que je trouve ça malheureux quand tu vas au cinéma, puis beau trip, puis à un moment donné, le beau trip, il s'essouffle, puis ça finit, puis ça finit en queue de... c'est tout. Tu sais. T'es mieux de moins bien commencer ton film et de le finir fort que de commencer ton film fort, même si ça se peut qu'il y ait du monde qui parte au début parce que ton film est poche au début, mais s'il finit super bien, c'est toujours mieux que l'inverse. T'sais, un film qui part super fort, t'es content, puis qu'à la fin, tu sors avec un mauvais goût dans la gorge de la salle. Tu fais comme... Ouais. Fait que à chaque fois que tu vas parler de ce film-là, tes chums, après, tu vas dire non, c'est de la merde, parce que ils ont pas su closer le film comme il faut. Tandis que l'inverse est mieux. Si ton film commence plus lent, puis que finalement, il y a un bon punch à la fin, ton souvenir du film va être les derniers moments de ce film-là. Donc, quand tu vas en parler, tu vas dire hey, c'est vraiment cool, ça finit vraiment cool. Fait que c'est un truc à penser quand vous allez écrire des scénarios. Puis est-ce que tes personnages te développent vraiment beaucoup ou tu les laisses un peu exister au fil du scénario? Dans mon cas, tout était quand même écrit au métronome. Okay. Fait que, tu sais, les textes qu'il y a dans le film, il n'y a pas beaucoup de déviation par rapport au scénario. C'est-à-dire que ce qu'ils disent... En fait, la seule différence, c'est que souvent, tu écris un peu plus littéraire, puis là, tu demandes à tes comédiens pour élider tout ça. Fait que le dire dans vos propres mots ou avec un accent ou une intonation qui est moins comme... Là, tu sais, faites des contractions. Fait que c'est ça. Fait que le scénario comme tel, il était très rigide parce qu'on tournait en mode COVID. Fait que j'avais un temps limité par jour avec mes comédiens. Fait que j'avais pas le temps de faire des tests. Tu pourrais-tu me faire ça un peu plus comme ça? Non, j'avais 2 scènes. J'avais 2 takes par scène. Fait que la première, tu fais ton affaire, puis tu t'en fais toujours une petite deuxième de safety pour au cas où. Mais avec mes comédiens, j'avais pratiqué les textes à l'avance, pas mal, fait qu'ils étaient prêts. Fait que rendu au tournage, ça y allait au toast. Mais c'est quelque chose que j'aurais voulu avoir peut-être un peu plus de temps pour... Tu sais, tu parlais de budget tantôt, si tu avais eu un budget limité, ben à la place d'avoir 25 jours de tournage, je m'en serais donné 35, tu sais. Fait que là, tu as plus le temps de... Tu sais, t'as plus le temps d'essayer des choses, d'essayer d'autres éclairages, d'autres ambiances, d'autres sortes de jeux, etc. Malheureusement, dans un système où tout est à scène près, t'as pas le temps de faire ça. Puis c'est encore plus malheureux, je pense, en télévision. J'en ai pas fait encore, mais les comédiens, ce qu'ils me disent en télévision, c'est que c'est encore pire. Tu sais, je pense qu'il faut que je rentre 5, 6, 7 pages en cinéma par jour. Je pense qu'il faut qu'il en rentre 15 par jour en télévision. Fait que souvent, c'est pour ça que c'est souvent,
t'as une 50 mm sur les personnages, puis t'as peut-être une 30 mm pour la shot large, puis souvent c'est tourné à 2 caméras, fait que quand les deux se parlent, ils font juste une take, fait que si l'autre, à un moment donné, ça joue, il switch à l'autre, fait que ça, il faut qu'ils fassent des one take, puis des fois même des horreurs que j'ai entendues, c'est genre les deux comédiens, on se fait une petite répète, fait que là ils sont là dans leur personnage, puis ils se font leur texte, puis là le réalisateur dit c'est bon là, on passe à d'autres choses. Attends là, on était juste en train de pratiquer. Non, c'est bon, on n'a pas le temps, c'est bon ça, on passe à l'autre. Ah, fait que tu sais, fait qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont des certaines frustrations par rapport à ça. J'ai entendu ce genre d'histoire-là qui était terrible. Là. Fait que voilà, tu sais, ça dépend toujours des méthodes de travail, ça dépend du temps, de l'argent. Puis, Est-ce que tu aimerais ça écrire pour la télévision éventuellement? Ou... je te dirais que je prendrais n'importe quel contrat en ce moment. Parce que c'est pas parce que tu fais un film que nécessairement le téléphone se met à sonner. Là. Tu sais, moi, je suis pas connu, là. Je suis un réalisateur de Québec, j'ai pas fait la ronde des producteurs de Montréal, etc. Donc, moi, c'est sûr que en ce moment, mon nom équivaut à Farador, puis c'est tout. Il est attaché à ça. Mais le temps que Farador soit au cinéma, puis tout, pendant ce temps-là, tu sais, puis la post-production, ça prend une année ou deux à faire. Pendant ce temps-là, ton téléphone ne sonne pas, le monde n'a jamais vu ton film encore, fait qu'ils ne savent pas que tu es réalisateur. Fait que là, en ce moment, il faut que je fasse le tour des producteurs, il faut que j'aille me faire connaître, il faut que je leur dise que je suis prêt à faire n'importe quoi, puis etc., puis c'est correct. Puis je suis rendu là aussi à vouloir essayer des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, oui, en background, je continue à travailler sur mes projets personnels, mes scénarios personnels, mais j'aimerais beaucoup faire de la télé, j'aimerais beaucoup, mettons, réaliser un film écrit par quelqu'un d'autre, juste pour avoir une autre sorte de vision, parce que je sais que si moi je suis pris avec moi-même, je vais finir par me répéter, et c'est un peu ça le problème de beaucoup de réalisateurs aussi, c'est que, oui, ils sont rendus à 6 films, mais les 6 films sont quasiment le même sujet, tu sais, parce que justement, ils sont pas confrontés à d'autres idées, c'est eux-mêmes qui tu sais, fait en faisant des collaborations, en parlant à d'autres gens, en voyant d'autres sortes de réalités, d'autres sortes de vie que la tienne, ça te donne des expériences différentes et donc ça va enrichir tes scénarios ou les scénarios que tu vas utiliser pour faire réaliser un film. Puis est-ce que tu resterais quand même dans le cinéma de genre? Si on peut appeler ça du cinéma de genre, je pense que oui. Je sais pas si je serais bon pour faire du drame, j'aimerais pas essayer, mais... On dirait que j'ai l'impression que c'est plus facile de faire du drame que du cinéma de genre parce que un gag, c'est super facile à rater. Tandis que faire un film gris, c'est pas tellement dur à faire tant qu'à moi. Mais bon, j'ai peut-être pas non plus la sensibilité qui est requis pour faire passer de ce genre d'émotion-là. Fait que je sais pas. Je pense que ça peut venir avec le temps. Je pense que aussi ça dépend du sujet, tu sais. Si tu me parles d'un sujet que je connais pas du tout, un sujet difficile, mettons l'inceste, mettons, pour dire ça. Je connais pas ce sujet-là, j'en ai pas vécu, j'ai pas d'amis qui en ont vécu, etc. Donc, de parler de ce sujet-là, pour moi, je pense que ça serait plus difficile de faire un film par rapport à ce sujet-là parce que j'ai pas la capacité émotionnelle ou même intellectuelle de comprendre ça parce que je le connais pas tellement, je me suis pas instruit sur le sujet, j'ai pas lu des livres là-dessus, etc. Donc, ça serait pas un sujet, mettons, que j'aborderais de prime abord. Là, c'est sûr que si j'ai un scénariste qui arrive puis qui a une super bonne histoire sur ce sujet-là, puis que lui, il comprend son sujet, puis il m'embarque dans son trip, puis il m'explique comment ça se passe ou comment ces personnages doivent vivre le truc, là, je serais peut-être capable. Mais moi, si tu me donnes le contrôle d'un de mes films, j'irai pas là-dedans. Parce que j'ai pas envie de me planter puis de faire quelque chose de moralisateur ou quelque chose qui aurait des insensibilités parce que justement, étant donné que je connais pas le sujet assez. Fait que, faire un film de guerre, faire un film de trucs comme ça, c'est pas des sujets qui... Puis il y a des réalisateurs qui sont hyper courageux, là, qui passent des années à étudier, je pense que justement les chambres rouges ou ça. Ça, c'est des sujets plus difficiles, puis je suis impressionné par les réalisateurs qui font ça. Parce que justement, ils maîtrisent ce genre d'empathie par rapport à cet univers-là que moi, qui essaie juste de faire rire une salle,
j'ai pas. Mais que j'espère un jour peut-être avoir ou peut-être toucher, mais c'est pas ma priorité en ce moment. Puis, dans le sens inverse un peu aussi, est-ce que tu crois qu'il y a une place pour le cinéma de genre au Québec de plus en plus ou tu trouves que c'est statu quo? Je pense que oui, je pense juste que les subventionneurs vont devoir se rendre compte que... C'est parce que souvent, quand tu te fais donner de l'argent par le gouvernement du Québec ou Canada, il y a quand même une fonction. La fonction, c'est de se donner un patrimoine culturel. Puis veut pas, les vaisseaux spatiaux, puis des Klingons, puis des sables laser, ça fait pas partie du patrimoine québécois, canadien, ça fait pas partie de notre histoire. Fait que c'est pas des sujets qui sont très prioritaires, mettons, pour les instances gouvernementales. Et je comprends tout à fait, ils ont un mandat, puis le mandat, c'est pas ça. Par contre, je considère qu'au Québec, on a des super cool légendes. Il y a des histoires de loups-garous au Québec. Il y a des histoires de toutes sortes de choses, de diables, de diables qui arrivent dans des villages, etc. Donc, on a une culture fantastique au Québec, donc on devrait pouvoir l'exploiter. Puis malheureusement, on le fait pas assez d'après moi. Puis je trouve ça dommage. Mais oui, là, si tu dis je veux faire un film, ça se passe dans une galaxie, puis ça n'a pas rapport avec des races par rapport, puis etc., ben là, ouais, tu vas moins, mettons, à moins d'avoir une histoire de la mort, là, je pense pas que tu te fasses financer pour ça. Mais si tu réussis à prouver que ton film a une identité québécoise et canadienne, peut-être que tu vas réussir. Parce qu'il y en a eu des tentatives, là. Des tentatives de films d'horreur, des tentatives de, films de loup-garou, peut-être. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut. Mais c'est juste que faut que tu le fasses aussi dans les moyens. Tu sais, je pense qu'au Québec, on serait capable de faire un film comme Gattaca. Mettons. Gattaca est un de mes films préférés. Parce que justement, c'est un film de science-fiction, mais c'est un film qui se passe pas dans 1 million d'années, là. Ça se passe dans 30 ans. Puis de façon qu'ils l'ont fait avec un esthétique plus rétro, il y aurait moyen de le faire. Fait que c'est le genre de film-là qu'il faut plus... mon film Feuille morte, qui est un film d'anticipation, qui est un film quasiment post-apocalyptique, mais c'est pas un Mad Max, là. Il n'y a pas du monde avec des pattes de hockey, avec des pics qui se battent, puis qui ont des chars, puis avec des pics, puis tout. Non, ça se passe que c'est juste le gouvernement s'est effondré, puis le monde dans les campagnes se vole, puis se vole de la bouffe, puis tout le monde cherche de la bouffe, puis c'est tout, tu sais. Fait que ça, c'est plus réaliste de la façon que c'est fait que si j'avais dit il y a une crise du pétrole, puis tout le monde se bat pour des bidons d'essence dans le désert avec des sectes religieuses qui se massacrent. Non, ça aurait moins marché, je pense. Il y a moyen de trouver une hybridité quand même. Puis aussi de réinvestir un peu la mythologie québécoise. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec Farador, dans le sens que le moyen d'accéder au monde fantastique, c'est le fait que le gros de l'histoire se passe dans la réalité. Fait que ça permet de faire un hybride. Fait que je pense qu'on n'a pas le choix de faire des genres d'hybrides comme ça. Tu sais, du monde qui ont peut-être des trips ou qui se branchent sur des machines, puis après ça, ils ont un trip, mais l'histoire se passe pas juste dans le trip de la machine. Ils ont quand même une vie en dehors de la machine. Tu sais, des trucs comme ça serait possible, je pense. Est-ce que vous aviez des questions? Non? Peut-être c'est un mot de la fin. C'est pas un dernier conseil ou peut-être sur tes projets futurs, des scénarios. Si j'avais un mot de la fin à vous dire, c'est, comme je disais tantôt, faites-en des films. Ayez pas peur, puis c'est en faisant que tu deviens bon, puis à divers niveaux. Il y en a qui vont être géniaux après leur premier film, il y en a que ça va prendre 10 films, mais c'est parce que si t'en fais pas, tu le sauras pas. Puis si t'en fais jamais, tu auras beau les meilleures connaissances du monde, puis les meilleures connaissances de cadrage, puis de technique, de tout. Je sais pas exactement ce que vous apprenez, malheureusement, j'ai pas suivi votre cours, puis j'aurais aimé ça, savoir un peu plus ce que vous voyez dans vos cours. Mais vous partez avec une connaissance que beaucoup de monde qui n'ont pas la chance de commencer comme ça. Fait que essayez de ne pas vous faire formater par l'école. Je sais pas comment ça marche, mais tu sais,
vous avez chacun une imagination différente, donc ça va se ressentir dans les films que vous allez faire. Tu sais, souvent, les premiers films, c'est des films personnels. Vous allez parler de quelque chose que vous connaissez bien, puis après ça, explorer, puis faites d'autres choses. Ben, merci beaucoup pour cette séance. Merci.